Bonjour, nous sommes toujours dans le cadre des exercices de synthèse du fréquentiel, avec toujours le même objectif, c'est de retrouver un schéma avec ses composants. Et cette fois, nous aurons comme point de départ une fonction de transfert. Précédemment, on a vu qu'on pouvait retrouver un schéma à partir d'un diagramme de Bode, puis à partir d'oscillogrammes. Donc là, maintenant, nous sommes à partir de la fonction de transfert. Je pense que ce sera probablement le dernier exercice dans le cadre des exercices de synthèse sur le fréquentiel. Alors comment on va procéder? Première chose, il va falloir qu'on liste la méthodologie, qu'on puisse proposer une méthodologie pour arriver au résultat attendu, au schéma. Donc première chose, ce qu'on va faire, c'est à partir de la fonction de transfert, on va identifier le filtre. On va faire l'identification pour déterminer la nature du filtre. Ensuite, on proposera un schéma. Donc un schéma. Et de ça, on en tirera la fonction de transfert avec les composants. Pas calculé, juste avec les représentations littérales des composants. Ensuite, en 3, on déterminera donc les paramètres de la FT. Alors, paramètres, ça veut dire T0 ou T de l'infini suivant la nature du filtre, et oméga C, et aussi les composants du schéma. Et donc en 4, nous ferons une simulation. J'ai oublié de préciser quand même que c'est un exercice qui peut se faire qu'en fin de chapitre sur le fréquentiel. C'est un exercice de synthèse. Il y a un minimum de prérequis à avoir pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Alors, au niveau de notre identification, on va d'abord s'intéresser au numérateur. Et on remarque que le nombre complexe du numérateur est purement imaginaire, il n'y a pas de partie réelle. De fait, comme le numérateur ne contient pas de partie réelle, alors on a forcément à faire un filtre Passo. Alors bien sûr, le dénominateur, il a toujours la même structure, c'est qu'il est constitué d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. C'est un filtre d'ordre 1 toujours, ça ne change pas, bien sûr. Et au numérateur, il n'y a pas de partie réelle. Donc c'est un filtre Passo. Si nous n'avions qu'une partie réelle, nous aurions eu un filtre Passo. Second point qui est intéressant, enfin qui est important, c'est le moins qui est devant. Le moins signifie donc qu'on a affaire à un circuit inverseur, donc à base d'AOP. Puisque il y a le signe moins devant la fraction, alors on a un schéma à base d'ampli-op. Et de fait, ça devient un filtre actif. Donc déjà à ce niveau-là, on sait tout de suite quel type de circuit on va avoir à utiliser. Il suffit de regarder dans la liste des schémas de base que vous avez à disposition, il n'y en a qu'un qui peut y répondre. Alors on va le dessiner tout de suite. Deux schémas. Alors c'est un circuit qui est composé de 3 composants passifs, donc 2 résistances et une capacité, plus un AOP. AOP qui est monté en contre-réaction négative, donc qui fonctionne en mode linéaire, avec nos 2 résistances R1 et R2, C, la tension d'entrée, tension de sortie. Voilà. On suppose que l'AOP est parfait, etc., qu'il est alimenté en tension symétrique. Voilà. Et de ça, ce que l'on sait, on connaît la fonction de transfert de ce circuit, c'est moins J R2C oméga sur 1 plus JR1C oméga. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de transfert de ce circuit. Je vous invite à regarder la vidéo où on recherche les fonctions de transfert à partir d'un schéma pour voir toutes les méthodes et arriver à ce résultat. Moi, je vais vite, je n'ai pas besoin d'approfondir cette partie-là, ça a déjà été vu précédemment. Donc voilà le schéma. Maintenant, à partir de tous ces éléments-là,
cette fonction de transfert, je vais quand même l'encadrer parce qu'elle va me servir pour la suite, pour déterminer les paramètres de la fonction de transfert et les composants. Alors on va rechercher nos composants et les paramètres de la fonction de transfert. Je vais diviser mon écran en deux. Première chose, je vais réécrire la fonction de transfert du passo. Fonction de transfert générique. Donc, voilà. Donc on retrouve t de l'infini qui est notre magnitude en haute fréquence, notre circuit, de notre passe haut. Si on dessine son bode, on va avoir ici la magnitude t de l'infini, et la cascade ici, enfin le point d'inflexion ici correspond à oméga c. Voilà. C'est notre bode, enfin sur la magnitude principale. Oui, et puis pareil, ici on travaille en module pour éviter le problème de signe. Alors, nous, on a donc au niveau numérique, on a t qui vaut moins 6 oméga sur et donc ça, c'est égal à notre fonction de transfert générique. Donc à partir de là, on peut déterminer nos paramètres. Alors les paramètres qu'on recherche sont t d'infini et oméga c, qu'on retrouve ici. Par identification, on peut repérer rapidement la valeur d'oméga c. Enfin, je vais l'écrire tel qu'il est sur tel qu'il est représenté sur nos fractions. Donc 1 sur oméga c, c'est ce terme-là. Et puis t de l'infini sur oméga c, c'est égal à moins 1,6 fois 10 puissance moins 4. Sachant qu'oméga c est positif, ça veut dire que t de l'infini est négatif. Alors nous, on va travailler qu'en valeur absolue de t de l'infini, donc je vais rajouter la valeur absolue, et donc je vais pouvoir enlever ce signe moins devant, puisque moi, c'est sa valeur numérique qui m'intéresse, c'est pas tant le signe, en fait. Alors, de ça, qu'est-ce qu'on en tire? Oméga c. Alors, si vous faites le calcul, et puis vous récupérez une valeur approchée, hein, vous devez obtenir normalement 1000 pi radians par seconde. Je vous conseille toujours d'essayer de mettre sous cette forme, puisqu'on sait que que oméga c, c'est 2 pi, je vais dire, fois fc, et donc on a un rapport avec 2 pi ici et 1000 pi, ce qui me donnerait fc qui vaut 500 Hz. C'est beaucoup plus facile en fait de retrouver la valeur de la fréquence de Cassio. Donc oméga c est connu. Voilà. Si on le remplace ici oméga c pour retrouver t de l'infini, eh ben on trouve t de l'infini, enfin le module toujours, qui est égal à 0,5. Voilà. Donc là, on a retrouvé les valeurs des paramètres de la fonction de transfert. Maintenant, il faut qu'on retrouve les composants. Alors j'ai remis en forme un petit peu mon tableau pour que ça soit un peu plus lisible. J'ai renoté ici les valeurs caractéristiques qu'on a calculées précédemment. Et j'ai reposé maintenant, par rapport à la fonction de transfert générique, la relation avec la fonction de transfert du schéma. À partir de ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout de suite que R1 et C permettent de calculer, permettent de fixer la fréquence de cassure. On va l'écrire. R1 fois C. Voilà. Ça, c'est une première équation. Et en deuxième équation, t de l'infini sur oméga c, alors c'est égal à R de C. Alors je fais abstraction du signe, etc., parce que je n'ai pas envie de m'embêter avec les signes. On est d'accord qu'on travaille avec des valeurs algébriques. On peut imaginer que t de l'infini ici
est une valeur positive pour pouvoir faire le reste du calcul. Alors, on peut remplacer, on peut rechercher le lien qu'il y a entre R2 et R1 et t de l'infini à partir de cette deuxième équation. Si je remplace oméga c par ce qui est ici, je peux alors déterminer le lien qu'il y a entre les résistances et t de l'infini. Donc le module de t de l'infini multiplié par 1 sur oméga c, qui est égal à R2 fois c. 1 sur oméga c, on l'a là. C'est ça. Donc, je vais remplacer ce terme-là par R1 fois c. Et je passe donc les deux termes de l'autre côté, ce qui me donne t de l'infini, qui est égal à R2c sur R1c. Et là, les c, on les élimine, et il ne me reste plus que le rapport des résistances. Voilà. Et ça vaut 1,5, 0,5, ce qui signifie qu'on a R2, qui est égal à R1 divisé par 2. Ça, c'est une première relation que je vais utiliser pour calculer mes composants. Ici, on a R1. Donc de ça, voilà. Et de ça, ça nous permettra de calculer R1. Alors, j'ai remis en forme rapidement mon tableau pour pouvoir avoir quelque chose de plus visible. Alors, il nous manque quand même quelque chose pour pouvoir commencer nos calculs. Il faut qu'on s'impose une valeur de composant, et en particulier celle de la capacité. Donc, j'impose un condensateur C de 10 nano pour faire mon calcul. C'est l'ordre de grandeur, en fait, qui me permettra d'avoir des résistances cohérentes sur le montage. À partir de ça, je reprends mon équation 1 et je remplace ma capacité pour trouver R1. Voilà. Et par calcul, on trouve 31,8 kΩ pour R1. Donc ça, c'est la valeur qu'on a retenue pour R1. Ensuite, il suffit d'appliquer cette relation-là pour retrouver R2. R2, c'est la moitié de R1. Ça fait 15,9 kΩ. Donc à partir de là, on a calculé les composants. Et ça va me permettre de pouvoir tracer, de faire ma simulation. Alors je voulais juste faire une petite parenthèse quand même sur les arguments de T. On n'en a pas parlé depuis le début, depuis les deux autres vidéos. Pour la simulation, ce serait intéressant de savoir d'où on va, vers où on va, au niveau de l'angle. Donc l'argument de T, on va rappeler très rapidement comment ça se détermine, comment ça se calcule, et puis nous, on va prédéterminer en basse fréquence et haute fréquence comment il évolue. Alors je vais commencer par rappeler l'argument par rapport à la fonction de transfert générique, pour faire une généralité. Donc l'argument, alors la fonction de transfert générique, T, et donc l'argument de T dans ce cas de figure, ça vaut l'arctangente du numérateur sur l'arctangente du dénominateur. Enfin, attention, ce sont des nombres complexes. C'est partie imaginaire sur partie réelle pour l'arctangente du numérateur. Pareil pour l'arctangente du dénominateur. Comme il y a une division entre les deux, on fait une extraction entre les deux arctangentes. Donc ça me donne arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Sachant que je n'ai pas de partie réelle, je vais quand même la représenter en mettant un 0 ici. Voilà. Moins l'arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça tend vers l'infini, ce qui est ici. L'arctangente de l'infini, ça fait pi sur 2. Ça me donnerait pi sur 2 moins et donc on remarque que l'angle évolue en fonction de oméga. C'est ce terme-là qui va bouger. Alors là, on a une petite particularité quand on regarde ici notre fonction de transfert, on a un moins devant. Et ça a une conséquence. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir forcément la même chose qu'ici. Effectivement, supposons que, je vais faire une autre parenthèse, imaginons qu'on a un inverseur pur
sans capacité. C'est-à-dire ici, il y a un fil à la place. On sait que la fonction de transfert, entre guillemets, d'un inverseur, ce serait ici moins R2 sur R1, puisque c'est VS sur VE. Et on pourrait, pour simplifier la chose, imaginer que R2 égale R1, et donc ici on a un coefficient de moins 1. Dans ce cas-là, on aurait moins 1. Qu'est-ce que ça signifie au niveau du déphasage? Si je dessine l'évolution de VE qui serait sinusoïdale, alors je vais peut-être changer de couleur. Imaginons que VE soit une tension sinusoïdale, comme ceci, évoluant dans le temps. On aurait VS qui serait en opposition. Comme ceci, avec les mêmes amplitudes, les mêmes fréquences, mais en opposition. Et donc, on peut dire que l'argument de T, ce serait pi, puisqu'il y a un déphasage de pi entre les deux. Alors, si on revient à notre exemple ici, ben on a le même problème. En fait, le moins qui est ici va rajouter un déphasage de pi par rapport au déphasage global qui sera calculé ici, c'est-à-dire celui qu'on a proposé là, qui est général. Donc en reprenant la fonction de transfert de l'exercice, l'argument serait égal à pi pour le moins qui est devant, celui-ci. Ensuite, on retrouve pi sur 2, hein, c'est normal, puisque j'ai qu'une partie imaginaire en haut, plus pi sur 2, moins l'arc tangente du numérateur. Voilà. Alors, ça veut dire que ici, dès le départ, on a pi plus pi sur 2. Donc, je peux remplacer tout ça par 3 pi sur 2 directement. Ce sera plus facile pour la suite. Voilà. Alors, que vaut cet angle en BF et en HF? Donc, en basse fréquence, c'est-à-dire quand oméga tend vers 0. Qu'est-ce qu'on a? On a 3pi sur 2 moins ce terme-là qui tend vers 0, moins 0. Donc pragmatiquement, on peut dire qu'on a 3pi sur 2. Si je fais le même raisonnement en HF, c'est-à-dire quand oméga tend vers l'infini, on va avoir 3pi sur 2 moins ce terme-là qui tend vers l'infini, donc l'arc tangente, qui est égal à pi sur 2. Donc, on va se retrouver avec pi. Donc, notre angle peut évoluer de la façon suivante, de 3pi sur 2 vers pi. Alors, on peut le retrouver aussi autrement. Vous pouvez avoir, dans certains logiciels de simulation, ça peut être différent. Au lieu d'avoir un nombre positif ici, vous aurez un nombre négatif. 3pi sur 2, si on prend le cercle trigo, et que je circule dans le sens positif, dans le sens inverse des aiguilles de montre, je vais atteindre ce point-là. C'est-à-dire ça fait 3pi sur 2. Mais ce point-là, je peux l'atteindre aussi en faisant moins pi sur 2. Donc ça peut être aussi, on pourrait avoir un argument sur les logiciels de simu, qui serait non pas à 3pi sur 2, mais moins pi sur 2. Et là, pareillement, on peut avoir le même raisonnement, c'est-à-dire comme on est sur un des angles négatifs, il y a fort à parier que l'argument de t quand oméga tend vers l'infini sera égal à moins pi. Voilà. Donc il y a deux valeurs possibles, soit 3pi sur 2pi, soit moins pi sur 2, moins pi. Et bien on va le voir tout de suite sur notre logiciel de simulation. Alors sur LTSpace, j'ai gardé la fenêtre du schéma ouvert, donc on retrouve les valeurs des composants qu'on a calculées précédemment. Et puis en dessous, vous retrouvez le BOD. Si j'agrandis mon BOD, je mets ici mon curseur. Vous avez là l'évolution de ma fonction de ma magnitude, très plein. Et en pointillé, ici, vous allez retrouver l'argument. Alors déjà pour l'argument, on peut voir que LTSpace utilise des nombres négatifs, puisqu'on est à moins 90 degrés là. Et on évolue vers moins 180. Ensuite, pour
Pour la magnitude, donc en haute fréquence, on est à 499 milli, donc 0,5. Et notre fréquence de cassure, donc je vais la rechercher pour 135 degrés d'angle de déphasage. 135, c'est toujours pareil, il n'y a pas beaucoup de précision, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, je suis à 135 degrés,04 et la fréquence de cassure, là, elle est donnée à 500 Hz, 500,1 pour lui. Voilà. Donc maintenant, on a vu les trois exercices qui permettent de résumer un petit peu tout ce qu'il faut savoir faire pour retrouver un schéma en fonction d'un point de départ différent. Donc soit les oscillogrammes, soit les oscillogrammes, soit donc la fonction de transfert comme aujourd'hui, comme maintenant, soit le diagramme de Poteau. Voilà. Avec ça, normalement, vous avez déjà suffisamment d'éléments pour vous débrouiller.